Petrolheads, je vous retrouve pour le 3e épisode de l'Iconic Drive Series avec une Porsche qui nous parle à tous, la mythique 930 Turbo. Première Porsche Turbo qui s'est fait connaître par son côté assez meurtrier, sa conduite ultra particulière, ses performances de folie pour les années 70 et ce look ultra badass. On est au domaine du rétro à Marrakech, chez les Vécari, pour découvrir cette voiture qui a une place spéciale dans leur collection. Bon, comme toujours dans un épisode de l'Iconic Drive Series, vous savez à quel point je trouve ça important de comprendre l'histoire, de comprendre les circonstances dans lesquelles elle a été créée. On est dans les années 70 et cette voiture à la base c'est une voiture d'homologation. Pour homologuer leur voiture en course, Porsche devait produire en 2 ans 400 exemplaires de la 930 Turbo. Alors elle a été présentée en 1974 au Salon de Paris et dites-vous que juste en 75, à sa commercialisation, ils ont atteint les 400 exemplaires avant la fin de l'année et en mai 76, ils étaient déjà à 1000 exemplaires de produits. Et ça c'est parce que la voiture a directement plu. Elle a directement été reconnue pour son côté assez particulier derrière le volant qu'on va découvrir avec Salim juste après. Et d'ailleurs 930 Turbo, c'est pourquoi Porsche a pris le fameux bloc moteur, le 3 litres de la Carrera qui était tant apprécié et ils y ont ajouté, comme vous voyez ici à l'inscription turbo, un énorme turbo qui était à la base développé, qui a été développé à la base pour la course. Qui était prévu pour la 917-30, la voiture de Porsche qui courait au Mans et qui a gagné 2 fois dans les années 70 si je me trompe pas. Turbo qui était fabriqué par KKK, c'est un Howden Turbo et il tolérait une pression jusqu'à 0,8 bar. Du coup, fusion du 911 plus 3 litres, ça faisait 930 Turbo. C'est une Porsche, donc on a le moteur en position arrière. Regardez là, vous allez bien comprendre pourquoi c'est vraiment un moteur en position arrière. Il est en porte-à-faux. Et du coup, ce moteur-là est développé 256 chevaux en 1975 pour 320 Nm de couple. C'est vraiment juste énorme et l'anecdote dit que Porsche pouvait annoncer bien plus. Ils ont juste pas voulu faire peur à leurs clients dès le début. Et pour se remettre dans le contexte encore, à l'époque, c'était vraiment la course à la puissance. Qui aura la voiture la plus puissante? Et face à la 308 de Ferrari qui faisait 240 chevaux, l'attaque de Porsche s'est pas fait attendre avec cette 930 Turbo, qui d'ailleurs était la voiture de production la plus rapide de l'époque. Elle faisait 260-270 km/h de vitesse de pointe. Ça devait être super impressionnant dans cette voiture-là. Mais vous doutez bien qu'avec toute cette puissance, il fallait avoir des améliorations en plus. On a le freinage qui a été amélioré, mais aussi la boîte à vitesse qui est totalement différente. Contrairement à une 911 standard, elle était proposée au début avec une boîte à vitesse 4 rapports. Ça avait pas trop plu au début, mais Porsche justifiait ça par le fait qu'il y avait tellement de coupe de la part du turbo qu'il n'y avait pas besoin de vitesse supplémentaire. Et apparemment, c'est assez particulier à la conduite. La première va jusqu'à 80 km/h. Et pour ceux qui voulaient vraiment la boîte 5, il a fallu attendre jusqu'à 1989. Autre amélioration majeure, c'est les suspensions qui ont été retravaillées dans la voiture. Et je vous parle pas uniquement des amortisseurs, c'est toute la géométrie des suspensions qui est différente. Porsche était vraiment dans l'optique d'homologuer une voiture de course. Et pour rendre tout ça stable sur la route, on avait des pneus plus larges et ce fameux aileron là, le Whale Tail, qui a rajouté plus de downforce à la voiture et qui permettait aussi plus d'air d'entrer dans le moteur pour le refroidir. D'ailleurs, ça fait partie d'une des touches extérieures les plus mythiques de la voiture. Et dans l'Iconic Drive Series, le design, le look de la voiture est aussi super important. Et là, on est bien servi avec cette 930 Turbo, qui a un des looks intemporels les plus badass, clairement. Elle avait ce pare-choc avant qui était propre à la Turbo, avec ces petits accordéons là. Toujours ce capot plongeant de la 911 avec les 2 phares circulaires de chaque côté qui ressortent, que j'aime beaucoup. Moi, mon petit côté que j'adore, c'est la forme des rétros sur une 911. La trappe à essence qui est toujours du côté gauche. Et les fameuses jantes Fuchs. Après, c'est à l'arrière où ça devient de plus en plus voyant. On a ces ailes arrière qui ont été élargies et l'énorme aileron qui lui donne ce look vraiment badass. Est-ce que tu peux juste répéter les améliorations que vous avez fait sur votre voiture en particulier? On est axé sur la performance au niveau des rallyes de régularité, donc il faut que ça freine. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de freinage assisté, donc c'était un freinage avec une pompe directe. Il fallait installer des plaquettes en carbone avec des disques ventilés à l'avant. On a aussi amélioré le refroidissement parce que c'est des voitures qui sont refroidies par air et par huile. Donc on a installé un radiateur à l'avant avec une hélice de refroidissement, un radiateur d'huile. Et on a mis un plus gros turbo pour que ça souffle mieux. Donc on a mis un Borg Warner K27 qui est le plus performant proposé pour ces modèles-là. D'accord, ok. Et pour l'intérieur de la voiture, c'est l'intérieur d'une Porsche classique. Je voulais vous montrer des petits détails que j'aime bien. La qualité de la poignée quand tu l'ouvres. Et là, tout de suite, on est accueilli par une odeur particulière aux anciennes et je dirais même particulière aux Porsche d'époque. Ce volant d'origine 3 branches que j'aime beaucoup. Le fameux démarrage à gauche. Il y a une anecdote qui dit que c'était pour gagner du temps dans les démarrages de voitures au Mans. Il y en a une autre qui dit que c'était tout simplement pour répondre à des contraintes de fabrication en usine. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi pour vous quelle anecdote est la plus véridique. Et aussi sur une 911, si vous savez pas, elles ont toutes 5 compteurs. De la première génération à la dernière, il y a toujours les 5 compteurs. Cette boîte méca 4 et on est super bien installé dans ces sièges-là. Après la 3 litres, faut savoir qu'il y a eu la 3 litres 3 en 1978. Donc une plus grosse cylindrée et grâce à un intercooleur à air pour le turbo, la puissance est passée à 300 chevaux. Comme d'hab, avec plus de puissance, il y a eu plus d'amélioration sur cette voiture, sur la 3 litres 3.
notamment en termes de suspension, de barre anti-roulis et de freinage. Elle était aussi un peu plus lourde. Du coup, ce que j'ai vu, c'est qu'à la conduite, elle était un peu moins démoniaque, sans vraiment s'éloigner de la philosophie de la 930 Turbo. Mais c'est cette première génération-là, la 3 litres, qui est réputée pour être la plus violente derrière le volant. Quand je vous parle de cette philosophie-là, de quoi on parle concrètement? On y est, Petrolheads, au volant d'un 930 avec Salim. Et justement, cette philosophie-là dont je vous parlais, et donc Salim va nous raconter un peu en détail ce qu'il a pu ressentir avec cette voiture au fur et à mesure qu'il l'a conduite. Bah, c'est avec cet empattement qui est très court, il faut pas l'oublier, cet énorme turbolag et le moteur qui est en porte-à-faux à l'arrière, ça lui a tout simplement donné le surnom de The Widowmaker, la faiseuse de veuves, même si ça se dit pas trop. C'est une conduite qui est réellement démoniaque, ultra dangereuse, en partie parce que déjà les premiers turbos qu'on voyait sur les voitures sportives, c'était vraiment un effet on-off. Il s'actionne à partir de 4000 tours minute, tu m'as dit, et il s'étouffe vers 5500, 6000, c'est ça? Le turbo ne s'étouffe jamais, mais la puissance max est à 5800. D'accord. Tu rajoutes à ça aussi le fait que sur ces premières-là de 75, il n'y avait pas de soupape de décharge dans le turbo. Du coup, littéralement, quand tu enlevais ton pied d'accélérateur, le turbo continuait de fonctionner et continuait d'envoyer d'air dans le moteur. Du coup, tu pouvais encore avoir un peu d'accélération jusqu'à 7 secondes après avoir lâché l'accélérateur. Et ce qui fait que si tu anticipais pas bien ton freinage et anticipais pas bien ta trajectoire, bah, tu finissais dans le mur, ça faisait un oversteer de malade mental, d'où sa réputation assez meurtrière, quoi. Bah, Smaïl, tu sais qu'aujourd'hui tu risques ta vie, hein, parce que tu es en train de donner des détails importants. On va continuer à accélérer pendant 7 secondes, à ton avis? Non, parce que comme tu m'as dit, vous avez fait une petite amélioration sur le turbo. Ouais. Vous avez ajouté une soupape de décharge en fait. On a ajouté une soupape de décharge pour éviter ce problème-là d'accélération continue. Du coup, toi, maintenant, tu as fait des rallyes avec cette voiture, et je sais que c'est une de tes Porsche préférées, parce que si vous savez pas, Salim, c'est un peu le Porsche nerd, c'est un vrai mordu de Porsche. Qu'est-ce qui fait que tu kiffes autant cette 930 Turbo? C'est d'abord que mon père m'a communiqué cette passion de Porsche, parce que sa voiture de tous les jours, c'était une 964 Carrera 4 de 90, plutôt de 89. Et puis toute mon enfance, j'ai été bercé à l'arrière, donc avec la chaleur du moteur, cette odeur atypique de moteur refroidi par air, l'odeur un peu de cacahuètes grillées, j'appelais ça quand j'étais petit. Et puis j'adore ce vrondissement du flat 6 et la puissance que proposaient ces modèles. Concrètement, quand tu conduis cette voiture de manière sportive, comment tu te places pour prendre un virage? Parce qu'il y a une philosophie que j'ai vue, c'est slow in, fast out. Tu arrives doucement et tu sors rapide. Si tu arrives à anticiper ton freinage et que tu connais bien la voiture pour bien comprendre à quel moment tu auras ce turbo-lag, c'est là où tu peux en prendre avantage et prendre des virages d'une manière super performante. Est-ce que tu arrives à faire ça? Comment tu pourrais expliquer ton expérience de conduite dans cette voiture quand il s'agit de conduire sportivement? Cette voiture-là a un moteur en porte-à-faux arrière. Tout le poids est concentré sur les roues arrière et il n'y a pas de poids à l'avant. Donc à l'accélération en ligne droite, il faut bien tenir le volant parce que l'avant se déleste un peu. Ouais. Il faut avoir le plein de carburant aussi pour avoir un peu plus de poids. Mais ce qu'il faut savoir sur ces voitures-là, c'est que l'entrée en courbe se fait avec un pied léger sur le frein pour donner plus d'appui sur les roues avant. D'accord. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Porsche normales qui ne sont pas turbo, il faut réappuyer à moitié en milieu de courbe pour remettre l'appui sur l'arrière pour qu'elle puisse coller. Et quand on a les roues droites, appuyer. Tandis que pour les moteurs à turbo, comme on a un turbo lag en plein milieu de courbe, et si le turbo arrive rapidement, on peut finir en tête à queue. Donc il faut gérer ce turbo lag en milieu de courbe et pour être en zone turbo quand on a les roues droites. Quand on a les roues droites, ok. Du coup, il faut que tu sois en virage en dessous de 4000 en fait. On peut être à mi-pédale ou à quart de pédale en zone turbo. Mais il ne faut pas écraser la pédale d'accord. À fond. J'ai hâte de voir ça parce qu'apparemment c'est scotchant le l'on-off. Et comment tu trouves la direction? La direction est lourde, donc il faut vraiment faire rouler un peu les roues avant de tourner, parce qu'elle a quand même de gros pneus à l'avant, elle a du 205 en 15 pouces, et sans direction assistée. Il faut s'habituer, mais dès qu'on roule, après, elle devient très précise, très directe. À la Porsche, quoi, ouais. Ça reste une 911, quoi. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, et ce rapport au rapport, justement, comment tu le vois, toi, derrière le volant? Parce qu'il y a 4 rapports, la première va jusqu'à 80, 90, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Et la deuxième à 140? 140, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Porsche avait prévu pour les modèles turbo des rapports très longs pour pouvoir encaisser le souffle du turbo. Déjà, avec des rapports longs, on n'a pas le temps de voir les tours minutes grimper.
Là, tu nous as fait une accélération et ça allait super vite. Et si tu devais lui trouver des défauts à cette voiture? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est ce qui fait son charme. Le premier défaut, c'est déjà le train avant qui est très léger. Donc il faut apprendre à gérer. Le deuxième, en fait, c'est j'aurais aimé avoir des rapports courts. Des rapports courts? Ouais. Pour que ce soit encore plus violent en fait. Plus violent, ouais. Okay. Avec la boîte 5, ils ont réussi à mieux étager. D'accord. Les rapports sur la 3 litres. Mais apparemment, ce que j'ai vu, c'est que quand on a que 4 rapports par exemple, ça peut aussi se conduire très gentiment en fait. Tu peux être en quatrième à 100, voilà, 2000 tours minute. C'est des moteurs très souples qui peuvent reprendre dès 2000 tours. Tu peux rouler à 120 tout en consommant pas grand chose. Ah ouais, on le sent siffler. C'est impressionnant parce qu'on sent vraiment que ça vient de l'arrière. On sent vraiment tout l'arrière qui est en train de nous propulser. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la sensation de vitesse quand même. On cruise, mais on voit qu'on va vite. Ouais. Chose qu'on perd un peu avec les voitures modernes. C'est vrai que les voitures modernes, on a beaucoup d'assistance. Ouais. Et on sent pas relativement la vitesse. Et même là, on doit parler bien plus fort pour se faire entendre. C'est 320 Nm de couple annoncé. C'est 320 Nm de couple annoncé. Mais ça fait. On en ressent vraiment beaucoup plus. Là, on est à 400 avec le turbo. Ah, avec le turbo, c'est du 400. Ok. Je suis au volant de ce mythe automobile grâce à Salim. Merci, c'était pas prévu. Histoire de se faire une petite idée de ce que c'est d'avoir cette Widowmaker entre les mains. Est-ce que je vais vous dire que je suis un peu stressé? Non. Il faut être avant tout serein. L'accélérateur est super précis. Hein. Il suffit pas de mettre beaucoup de gaz pour sentir qu'on est déjà à haute tour. Les freinages. Ah, il faut y aller quoi. Le freinage, Ouais. on est bien sur une voiture d'époque. Même si là je vais pas très vite, mais je vois ce que tu m'as dit par rapport au train avant. Ouais. On sent un peu chassé et devenir assez léger. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Alors, première sensation? Il y a tellement de couples et t'as l'impression que ça en finit jamais, surtout que là on est en 3. C'est une allonge, on dirait qu'on est dans un tapis volant. Ah ouais, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Les rapports sont tellement longs que... Enfin, je sais même pas quoi vous dire, c'était juste super long. Je me disais, ok, là j'ai vu le compteur de vitesse, je voyais que c'était déjà super élevé pour ce que c'était. Il faut pas trop s'aventurer avec cette voiture. Tu le ressens très vite, Mais sur une petite ligne droite, je suis en deuxième. Je vais essayer ce que ça donne en deuxième quand même une fois. Wow. Et comme tu as dit, ça monte tellement vite. En fait, dès que tu arrives à 4, ça saute d'un coup vers la fin des tours. Ok. Merci beaucoup Salim, je me suis fait une petite idée de ce que c'était la Widowmaker. Avec plaisir. Ça me surprend toujours à quel point les freins des voitures anciennes, il faut vraiment mettre tout son pied et tout son poids. On a trop été habitué au confort de l'ABS, d'assistance électronique. Avant, il n'y avait vraiment rien quoi. J'imagine même pas la montée d'adrénaline et la montée de la fréquence cardiaque que ça doit être, de venir à fond sur un virage et lâcher l'accélérateur et voir que ta voiture continue d'accélérer et tu mets tout ton poids sur le frein. Et il n'y a rien qui tourne quoi, tu tournes et ça va en tête à queue direct, ça doit être une expérience qu'on ne souhaite à personne. Par contre, ce que je vous souhaite, c'est d'un jour mettre la main sur cette 930 Turbo. Comme beaucoup de voitures qui ont marqué l'histoire automobile, t'as vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce qui a fait sa réputation. En plus de son look badass et intemporel, mot qui revient beaucoup dans la l'Iconic Drive Series, c'est toute une mécanique ultra atypique avec cet énorme turbolag et une conduite hyper demandeuse. Il faut vraiment avoir les capacités de conduire cette voiture et de la pousser. En tout cas, j'en garde un souvenir vraiment magnifique avec un grand sourire. C'est pour ça que je remercie encore énormément Salim et Younes du domaine du rétro d'avoir accepté de partager avec nous un autre bijou de leur collection. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram pour leur envoyer de la force. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines aventures.